Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la première conférence de la journée. Je me présente, France Tremblay du CQRDA. La personne que je vais vous présenter est un de mes coups de cœur cette année en tant que conférencier. Hugues Fauls de Vauban nous expliquera comment appliquer l'intelligence artificielle à l'industrie de la métallurgie. À toi, Hugues. Merci, France. Bonjour tout le monde. On a une trentaine de personnes en ligne, là. Il y a peut-être quelques personnes qui vont se joindre. Je vais lancer ma présentation. Normalement, vous voyez mon écran bleu. Si ce n'est pas le cas, écrivez-le dans le chat. Si c'est un non, si c'est un oui, faites rien. Et si vous m'entendez pas bien ou si ma caméra marche pas bien non plus, pareil, en fait, s'il vous plaît, écrivez-moi dans le chat. On a 45 minutes, déjà 5 minutes d'écoulé en fait, là, donc plus un 40 minutes ensemble pour attaquer un sujet costaud, l'intelligence artificielle plus qu'un buzzword pour se réinventer suite à la crise. Je vous fais, ouais, on se fait enregistrer. Si vous avez des questions en cours de présentation, étant donné que ça va aller super vite, mettez-les dans le chat s'il vous plaît. Et s'il y en a qui sont game, ouvrez vos micros ou votre caméra, puis parlez-moi directement, ça va dynamiser le tout, ça sera pas plus mal. Donc, ça va bien aller comme ça aussi, puis je vous promets des réponses à vos questions tout au long de la présentation. Juste pour mettre dans le bain, que je parle à des entreprises ou à des gens qui travaillent dans le domaine de l'aluminium. Moi, je suis un gars originaire de Robertval, fait que je connais bien ça. J'ai des chums, j'ai perdu mon accent du Lac-Saint-Jean, mais je connais très très bien l'industrie de l'aluminium, puis je sais que vous savez sûrement l'impact que ça a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a la chance chez Vauban de travailler dans toutes sortes d'industries, puis c'est pour ça que je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Je vais vous raconter comment on accompagne. Vauban, on est plus d'une soixantaine moi j'appelle de fous, qui travaillent dans le domaine des technos, où on vient justement développer des nouvelles technologies, intégrer des nouvelles technologies souvent, plus que de les développer. On vient développer le logiciel pour intégrer ces technologies-là chez nos clients. Et en amont de tout ça, on va aussi travailler à la stratégie de l'intégration ou d'intégration de ces technos. Maintenant, intelligence artificielle qui est le sujet du jour, c'est de plus en plus, en fait, c'est en train de se démocratiser dans nos entreprises. Je vais vous donner de beaux et de bons exemples de ce qu'on fait pour certains clients. Je vais aussi vous donner des exemples de ce qui peut être fait, puis des références avec probablement votre quotidien. Donc, dans notre vie de tous les jours, on est entouré d'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore perçu comme des technos très opaque, voire magique, où il y a de la magie, alors qu'il n'y a aucune magie dedans. On est dans du très, très pragmatique. Puis pour lancer notre petit 45 minutes ensemble, je vous donne, la première question, c'est, pensez-vous que nous avons commencé à changer? Et pour ne rien vous cacher, les statistiques du monde de l'aluminium ne sont pas reluisantes. Fait que je vais être plate, là. Vous pouvez me le dire si je suis trop plate, mais là, je vais être un peu plate. Notre industrie, l'industrie manufacturière au Québec, au Canada, malheureusement, n'est pas en avance en termes de transformation numérique, innovation. Mais pour briser la glace, c'est quand je vous pose la question, pensez-vous que nous avons commencé à changer? Ben, dites-vous que un super bel article qui a été sorti dans Fortune dit que 2 tiers de la population regarde son cellulaire avant de se coucher le soir. Dernière chose qu'on fait, on est dans le lit, on check notre cellulaire. Le matin, en se levant, pareil, avant de mettre un pied au sol, 2 tiers de la population regarde son téléphone cellulaire. Déjà, bon, après, on est en train de m'expliquer que ça n'a pas. Alors qu'on s'entend, l'iPhone a fêté son 11e anniversaire, donc ça en va sur 12 ans, là, en décembre. Donc, on a une techno qui a 12 ans et on est clairement dans un mode de vie qui est devenu très, très dépendant de cette technologie-là. L'autre statistique est un peu effrayante. Je ne vous demanderai pas de m'écrire dans le chat ceux qui le font. Faut pas, je pense pas que ce soit nécessairement un signe de santé ou de sainteté, peu importe.
Et 3% dorment avec leur cellulaire dans la main par peur de manquer quelque chose. Bon, ça c'est un autre problème, mais ça donne quand même une idée comme quoi, dans notre quotidien, on est entouré de technologie, vous avez plus de technologie, puis c'est souvent ce que on dit à nos clients chez nous, qui sont souvent, on a beaucoup de manufacturiers, on est très présents dans les manufs, chez Infasco à Montréal qui fabrique des boulons, ils ne sont pas en aluminium, fine, mais c'est quand même dans l'acier, transformation de l'acier, chez Bois-Franc en Beauce, donc dans des gros manufacturiers. Puis c'est toujours la même chose. Quand on débute avec eux autres pour découvrir comment on peut procéder à leur transformation numérique ou les accompagner à les accélérer, ces transformations numériques-là, c'est de dire, est-ce que vous avez pris la peine de regarder autour de vous la quantité de techno que vous utilisez dans votre quotidien? Vous avez plus de techno dans vos chars que dans vos usines. Donc, ce clivage-là, il est clairement un problème. Puis, la question qui sous-tend beaucoup des résistances, c'est oui, mais l'humain. Ben, fine, mais pour moi, la question, c'est justement pas l'humain ou la machine. Aujourd'hui, on est en train de perdre des parts de marché dans beaucoup d'industries. Beaucoup d'industries prennent tellement de retard à s'automatiser, à se digitaliser, qu'on se fait dépasser par nos concurrents étrangers exactement pour ça. Parce que nous, on a gardé manuel une tonne de tâches, donc on reste dans des tâches extrêmement manuelles qui pourraient être automatisées. Puis entendez, la machine, là, tout le monde voit un robot. Dites-vous que à la minute où vous prenez un stylo puis que vous écrivez quelque chose, ben vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'automatisé. Et c'est pareil si vous retapez, si vous utilisez un fichier Excel. Je suis certain que personne d'entre vous, personne n'utilise le fichier Excel pour gérer vos départements, je suis convaincu. En fait, le problème, c'est que tout le monde utilise un fichier Excel pour gérer, malgré que vous ayez un ERP, un système intégré pour gérer vos organisations, il y a une surabondance de fichiers Excel qui pollue les entreprises aujourd'hui, qui fait en sorte qu'il y a énormément de saisies manuelles et donc énormément de perte de temps, alors que des algorithmes qui peuvent lire des courriels ou lire des PDF que vous recevez par courriel, extraire l'information d'un bon de commande, l'envoyer directement dans votre système de gestion des PO et prendre en charge toute la chaîne jusqu'à ce que votre produit soit livré, shippé chez votre client, ça se fait. Et non seulement ça se fait, mais c'est monnaie courante. Et il n'y a aucune nouvelle techno là-dedans. Donc, la question n'est plus et n'est pas l'humain ou la machine, c'est la collaboration humain-machine. Puis plus on va embrasser cette philosophie-là, selon moi, plus nos entreprises vont sortir gagnantes de tout ce qui est en train de se passer. Dites-vous que c'est une statistique très récente, vous le comprendrez, pendant le COVID, donc depuis le début de la crise, puis elle vient justement, c'est COVID Solutions, puis ça a été mis de l'avant par raconteur.net, si vous voulez trouver, ou si vous voulez le lien de l'étude, je pourrais vous l'envoyer, vous m'écrirez dans LinkedIn ou autre. LinkedIn, c'est le bon moyen peut-être pour me retracer. Ou sinon, vous mettrez vos courriels dans le chat, si vous voulez. Donc, pendant le COVID, 68% des entreprises américaines ont augmenté leurs investissements en intelligence artificielle. Qui ont vu, puis ça commence à sortir dans les médias, il y avait un article d'ailleurs dans la presse hier, la Chine, le gap entre la Chine et les États-Unis et les autres pays en termes de productivité, c'est accentué. Donc, ils ont pris de l'avance pendant la crise du COVID par rapport aux États-Unis. Et nous, malheureusement, on n'est même pas dans l'échelle parce qu'on est extrêmement en retard, effectivement, malheureusement. Et là, on parle d'achat local et on parle de se refermer sur nous-mêmes, sauf qu'au final, oublions jamais que ce qui fait la force d'un pays, c'est ses exportations, et c'est donc d'être fort, faire mieux que l'étranger. Aujourd'hui, on a vraiment un challenge à faire ça. L'IA n'est pas la solution à tout. Puis, tu sais, je le dis avant de vous donner des exemples clairs là, de qu'est-ce qu'on fait avec de l'intelligence artificielle, parce que c'est bien beau l'IA pour l'IA, mais faut faire hyper attention à pas tomber dans le piège du trip technologique. Le trip techno, c'est de dire, je veux faire un projet en intelligence artificielle, puis peu importe si c'est un projet qui va être à valeur ajoutée, qui va être porteur ou qui va être avec un ROI, etc., ils en font. Ça arrive et malheureusement, il y a plein d'entreprises aussi dans le domaine des technos qui prétendent faire de l'IA pour le bien de l'entreprise, mais qui font des projets qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ça c'est un piège dans lequel moi je vous invite à pas tomber. L'IA, c'est une solution dans un coffre à outils de transformation numérique.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu très puissant. Pourquoi? Parce qu'on arrête de faire de la recherche fondamentale. On n'en fait plus, en fait. Tous les projets, puis je vais vous donner un exemple fort, là. Le gouvernement du Québec a mis 35 millions de dollars dans le fonds qui s'appelle InvestAI. Donc, le fonds InvestAI subventionne, avec des subventions non remboursables, des projets en intelligence artificielle de ce type-là. Donc, priorisation des efforts de vente. On fait des algorithmes. On en a fait un pour SBI qui fabrique des foyers. Ceux qui connaissent, vous avez des foyers Valcourt. Ils ont 5 brands. Là. Moi, j'ai un Valcourt. Je nomme tout le temps Valcourt. Mais ils ont 5 brands de foyers. Tapez SBI. C'est Stove Builder International. Maudite de belles shops. Puis on a fait avec eux, pour eux, un algorithme de prédiction des ventes. Crème, ils fabriquent des foyers. Pensez-y. Avec 5 brands, plein de modèles. Et l'enjeu, c'était que leurs fenêtres, eux, leur gros pic de vente dure 4 mois. Fallait donc qu'on leur dise, ben, vous allez vendre plus de tel modèle, telle marque. Donc, stockez et produisez pendant les mois où vous n'avez peut-être pas des ventes en prévision de la saisonnalité de vos ventes. Fait que, c'est des exemples forts, là. Donc, ça marche. Pour l'entraînement d'algorithmes dans ce domaine-là, ça fonctionne très bien. Pour faire correspondre l'offre à la demande, c'est pareil. C'est d'être capable de prédire, mais dans un horizon beaucoup plus court terme, justement, là, combien vous devez avoir en stock. Donc, c'est diminution de vos inventaires et prévision des pics en fonction de différents facteurs. Prévision du cash flow, tout ce qui est monétaire. Dès qu'on a des données fiables, on est dedans. Prédiction de la demande et des besoins en personnel. Donc là, on est dans des usines où on veut être vraiment comme un orchestrateur à la minute près. On veut savoir telle machine vient de tomber down. On va réajuster la production pour optimiser l'ensemble des opérations. C'est des couches qu'on vient mettre, des couches d'intelligence artificielle qui s'installent à la grandeur des usines qui viennent s'asseoir sur, soit ils ont un ERP, puis on assoit la couche d'intelligence artificielle sur le ERP, puis on se connecte dessus. Soit ils ont un MES, et on insère la couche d'intelligence artificielle dans le MES. S'ils n'ont pas de MES, on va la développer, on va développer une couche d'un MES simple, donc d'un Manufacturing Efficiency System, pour ceux qui ne connaissent pas la définition d'MES. Donc, on développe ça custom et on s'intègre avec toutes les machines. On envoie et on reçoit de l'information de toutes les machines. Donc, on arrive à faire des trucs complètement capotés. Et tout ça, automatisation du contrôle qualité, c'est le dernier. Je vais vous donner un exemple fort qui est trippant là-dessus. Ça aussi, ça marche. Là. Les caméras, aujourd'hui, ça coûte 1000 à 1500 dollars pour des caméras de calibre industriel avec une précision, avec une haute définition. Là. C'est des caméras 4K de grade industriel que vous mettez dans vos usines et qui vous permettent de faire de la détection de défauts avec dans la caméra ce qu'on appelle du computing power. Il y a un petit processeur dans la caméra qui permet de faire tourner l'algorithme qu'on a entraîné avec vous et ça détecte les défauts. La techno, après ça, vous appartient. Donc, tout ça pour dire que InvestAI, le fameux fonds, qui subventionne des projets jusqu'à hauteur de 2 millions, ils font un chèque d'1 million. C'est quand même pas rien. Ils disent, les seuls projets admissibles, c'est des projets qui ne sont pas de la recherche fondamentale. Le problème, c'est que tout le monde et beaucoup tombent dans le piège de, on va faire un projet avec l'université, on va faire un projet avec ci. Là, on a des chercheurs, il y a des chercheurs qui rentrent dans la boucle. Nous, on a 3 PhD, donc plus un postdoc. Les gars sont sortis de l'université parce qu'ils l'ont fait, là. Ils sont allés. Mais ils étaient tannés de chercher, puis le processus et la démarche de recherche fondamentale qui est essentielle, il ne faut pas entendre que ce n'est pas essentiel dans l'équation. Ça, c'est un monde en soi. Nos usines, nos entreprises aujourd'hui ont besoin de pragmatisme et surtout de techno éprouvés et de faire de l'IA appliquée. Donc, on prend des algorithmes. Il y a des bibliothèques d'algorithmes disponibles sur le web. On vient surentraîner et c'est dans la finesse de comment on vient, entre autres dans notre automatisation du contrôle qualité, c'est comment on connecte notre caméra, comment on connecte nos données qu'on met dans le cloud, comment tout ça, on rend ça non seulement viable dans les systèmes existants de l'organisation, et comment on vient surentraîner notre algo pour le rendre hyper performant dans le contexte qu'on veut. Mais on ne veut pas réécrire un algorithme de zéro. Là. C'est ça l'histoire, c'est que c'est ça qui est fini en fait, dans la vaste majorité des cas. Longue parenthèse, pour une longue slide. Maintenant, Data-Driven Company, on est passé de ça. Si vous êtes encore là, si vous n'y êtes pas encore, je vais commencer par ça. Si vous n'y êtes pas encore, que votre entreprise n'a pas encore reconnu l'importance des données, tabarouette, là, il va falloir mettre un pied sur le gaz. Parce que
les données, tu sais, moi j'adore aux employés qui sont les vieux de la vieille. Là. Puis, ouais, on connaît le process, là, le bruit, là, je le sais. Crime va changer tel strap, là, ça va pas. Good, parfait. C'est des employés qui ont une valeur inestimable. Par contre, au plus vite, vous devez corréler ou trouver la source de données qui va vous faire la même job que cet employé-là qui a une valeur inestimable parce que lui s'en va à la retraite dans pas long peut-être. Et où il va peut-être quitter. Il y a manque d'employés compétents, c'est partout. Fait que la compagnie qu'on va dire data-driven, elle va gérer, elle va prendre des décisions en fonction des données. Ça c'est la première chose. Après ça, data-driven company, c'est vraiment le premier step. Donc là, on va parler de BI, de ce qu'on fait généralement dans des industries. Souvent, et très souvent, on se fait appeler, comme je vous disais tantôt, puis on se dit, hey, oh non, on veut faire de l'intelligence artificielle. Tu sais, Kruger est un exemple, Kruger qui est client chez nous. La première demande, quand on a commencé avec les autres il y a 2 ans et demi, ils voulaient faire de l'AI. Il n'y avait pas de base de données consolidée. Ils ont 12 ou 14 usines, je ne sais même plus, puis il y avait entre 12 et 14 ERP différents, donc un par usine, qui se parlaient pas de données consolidées qui matchaient. C'était une usine qui envoyait sa productivité, puis l'autre qui envoyait la sienne. Puis on savait très bien pertinemment que l'usine A était plus productive que l'usine B. Les chiffres disaient le contraire. On va remettre tout à plat. On a déjà travaillé à avoir beaucoup des données fiables, première étape. Donc, d'avoir une compagnie data-driven. Et là, il y a des volets d'intelligence artificielle qui peuvent prendre leur place. Et c'est le point, c'est une fois qu'on a cleané, qu'on est arrivé avec une entreprise où on gère bien nos données, on a fait nos devoirs en termes de mettre en place un entrepôt de données, sans rentrer dans les termes qui vous parleront pas, mais on appelle des data lakes où on va mettre toutes vos données, on accumule le plus de données possible. Ça coûte plus rien entreposer de la donnée. Dans le cloud aussi, hein, soit dit en passant. On est fournisseur pour l'histoire du cloud. Là, je sais que vous êtes dans l'industrie de l'aluminium, puis qu'il y a bien des industries qui ont peur de ça. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'industrie de l'aluminium, mais je vous donne je dis un secret, là. Il n'en est pas un. On est fournisseur de l'Agence spatiale canadienne. On forme les gens de la science. Non, Rouban est formateur unique de l'Agence spatiale canadienne en intelligence artificielle. Fait que, si vous voulez savoir si on n'est pas pire bon en AI, ça vous le dit, j'espère. Deuxièmement, l'Agence spatiale canadienne, quand on travaille des projets avec eux autres, ils sont dans le cloud. Je comprends que vous avez des choses super, super confidentielles, là. Mais, toutes choses étant égales par ailleurs, moi, je vous dirais que ça se relativise peut-être. Donc, le cloud, quand c'est bien monté, quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est safe. Puis après, c'est surtout hyper puissant. Comme ma parenthèse cloud. Il y en a qui ont des questions, vous m'appellerez. Et on passe encore une fois à une compagnie qui est AI-driven. Donc, on arrive à prédire, on arrive à sauver du temps, on arrive à embarquer de plus en plus de petits algorithmes. On vient attaquer des problèmes. Ça, c'est le fameux point. De l'AI pour de l'AI, je l'ai dit tantôt, ça ne sert à rien. Dites-moi et parlez-moi des problèmes que vous voulez régler. Là, on jase. Puis là, on va avoir des retombées qui vont être concrètes et on va avoir des vrais gains. Étant donné qu'on a peu de temps, je tire partout, hein, mais pourquoi parler d'opportunités en temps de crise? Ici en haut, c'est QSL. Vous connaissez peut-être sûrement qui transportent probablement beaucoup de vos matériaux ou de ce que vous transportez dans l'industrie de l'aluminium en gérant le port de Québec, le port de... Bon, ils gèrent 35 ports en Amérique du Nord. Fait que je perds Lance-au-Foulon, il y en a plein. Donc QSL, c'est Québec Stevedoring Company, donc c'est anciennement Arrimage Québec. Ils gèrent tout ce qui rentre et tout ce qui ressort du port de Québec. On a développé custom pour eux un système vraiment personnalisé à leur processus d'affaires et on a intégré, on a saupoudré à l'intérieur beaucoup de technologies. On est dans la logistique fine. Il faut savoir qu'est-ce qui rentre, le bateau s'en vient quand. Il ne peut pas attendre dans le port, il faut que le quai soit libéré, le matériel, on l'entrepose où? Dans l'entrepôt intérieur, couvert, non couvert. On reçoit-tu du sel, on reçoit des pales d'éoliennes, ça part-tu par train, ça repart-tu par camion. Mais c'est excessivement complexe. Et c'est là où nous autres, on a beaucoup de fun. Fait ça fait 3 ans et quelques qu'on travaille et QSL, demain soir, sont en finale au Québec avec 2 autres qui sont des gens de Toshiba, je pense, des grosses compagnies. QSL est en finale pour la compagnie québécoise la plus innovante
en termes de transformation numérique pour ce projet-là. Donc, on est super fiers. Fait que c'est une photo 2. On a SBI, je vous en ai parlé tantôt, quand on est capable de prédire un algorithme de prédiction des ventes pour des foyers, c'est sans dit long. Là. On est capable de faire pas mal de choses en algorithmie, prédiction des ventes. La détection des défauts sur les patates, c'est un super de beau cas, puis on en parle parce que c'est un projet qui est en train d'être pris. Je parlais d'InvestEI. InvestEI est dans ce projet-là. On a subventionné ce projet-là à 50%. C'est un succès incroyable. Puis, on a remplacé des machines, on bat l'humain. On est rendu avec une détection de défauts qui n'a jamais été au-dessus de 65%. On est rendu à plus de 88% de détection de défauts fiable à 100%. Donc, la fiabilité, après ça, est rendue à 80%. Mais on est proche de 100% sur notre fiabilité. Et donc, on sort des défauts, puis on est vraiment sur la coche sur un beau projet alors qu'il y a du vivant. Souvent, le défi, c'est ça, c'est que tu as une patate, il faut qu'elle tourne, mais sur un convoyeur vibrant. Fait que le défi, il faut la suivre en XY, il faut l'éjecter 1 mètre plus loin. Puis, il y a un tas de beaux petits problèmes dans un projet qui, à l'origine, peut paraître bien simple. Et c'est une première, ça n'existe pas dans le marché, puis c'est peut-être Dolbec qui veulent recommercialiser cette techno-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles opportunités. Ici, je vous donne 2, puis les canneberges, ben, on débute avec eux autres, ils sont bien contents qu'on les nomme, mais il n'y a pas, penser canneberge, c'est pareil. Dans tout ce qui est les petits fruits, il y a énormément de gains à faire aussi. C'est des processus hyper complexes de transformation. Quand on arrive à mettre de l'AI à la bonne place, on vient optimiser les ingrédients, on vient s'assurer de la qualité du produit fini, du produit qui sort. Puis c'est souvent dans des transformations, dans des processus de transformation comme ça où il y a trop d'humains, il y a trop de hey, moi je connais ça, là, puis à un moment donné, je vais te faire raconter dans une aluminerie toute la notion d'une cuve qui va devenir instable, puis faudrait monitorer le pourquoi, puis tenter d'extrapoler, puis de le poigner avant qu'elle devienne irrécupérable, parce que la cuve s'instabilise pour des raisons qui l'histoire est trop loin, je suis pas capable de vous les redonner avec justesse. Mais quand tu perds une cuve, apparemment, ta cuve est morte. Donc, dans l'aluminium, comme dans d'autres domaines, dans la bouffe, c'est hyper complexe pour s'assurer d'une transformation d'un fruit qui part d'un fruit frais, congelé ou autre, à un fruit transformé. Ici, vous avez Airbnb, Uber. Je vous les mets parce qu'ils sont le fun. En temps de crise, là, c'en est 2 super de beaux exemples. C'est deux entreprises, Airbnb et Uber. Le beau chalet en haut, c'est pour vous faire penser que Airbnb va revenir et qu'on va pouvoir retourner dehors un jour. Vous avez 2 entreprises qui ont été créées pendant la crise de 2008-2009. Donc, ils ont vu quoi? Ils ont vu que les Américains aux États-Unis allaient avoir moins d'argent et allaient vouloir, sur leur commute entre le bureau et leur maison, peut-être asseoir du monde sur les 3 bancs de voiture disponibles, puis se faire quelques dollars avec ça. Ça, c'est Uber. Airbnb, les gens allaient vouloir voyager, mais pour sauver de l'argent, ils allaient vouloir, pendant qu'ils ne sont pas dans la maison, louer leur maison. Les 2 prémices de base des 2 modèles d'affaires, c'est ça. Après ça, oui, ils ont explosé le modèle et sont partis ailleurs. Mais encore une fois, quand tu vois l'opportunité dans un contexte de crise, tu dis crime, on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose. À tout le moins, il faut prendre un peu de recul et aller voir s'il n'y a pas ça. Les mythes, je les ai déjà passés. Fait que je les passe vite pour ne pas perdre de temps sur ça. Votre façon de faire des affaires ne changera pas. Oubliez ça. C'est déjà en route. Si vous n'avez pas changé, si vous avez trop peu de techno, si vous n'avez pas des caméras qui analysent l'humain, qui reconnaissent l'humain, Pomerleau est un client chez nous. Tout ce qui se fait en intelligence artificielle chez Pomerleau, on est dans des chantiers où on intègre des technologies complètement capotées. Ça marche. Fait que dites-vous que si vous êtes dans une aluminerie versus un tunnel qui se bâtit à Montréal, pour moi, vos contraintes, même affaire. Donc, encore une fois, il faut souvent se comparer ou aller voir et chercher des bons exemples pour s'y retrouver. Les machines prendront vos emplois si ce n'est pas le cas. C'est jamais le cas, en fait. Vous allez surtout, selon moi, mettre en lumière les skills de vos employés pour travailler, collaborer avec la machine, faire faire à la machine tout ce qui est tâches récurrentes, redondantes. Donc, il y a des choses que l'humain va continuer de faire. Il y a des métiers hyper spécialisés qui vont rester dans les mains des humains. Quand j'avais visité une aluminerie, on me montrait, quand ils refaisaient une cuve, justement, qui était en train de se faire refaire. Et c'est pas demain la veille qu'il y a des robots qui vont refaire l'intérieur d'une cuve. Là. Mettons ça clair. J'ai vu la quantité
de tâches complexes à l'intérieur de ça, de briques, de poser à telle affaire, telle épaisseur. C'est un art. Donc, il y a des choses qui sont vraiment loin de s'automatiser. Par contre, quand on le regarde avec les bons yeux, tabarouette qu'il y a des affaires qui s'automatisent. L'intelligence artificielle est inaccessible et trop chère. Je vous l'ai dit tantôt. C'est faux. On a un client dans le domaine de l'assurance. On commence un beau projet avec eux autres. On parle d'un projet de 175 000 pour un cabinet d'assurance qui a 60 employés. Pour un bon ordre de grandeur. La seule affaire, c'est qu'ils ont 7 personnes, 7 ou 8, ça dépend des moments dans l'année, qui reçoivent par courriel, comme je vous disais tantôt, des formulaires complétés en PDF par des gros assureurs. Ils sont obligés d'ouvrir le courriel, retaper l'info qui est reçue dans le fameux formulaire PDF, dans le système pour confirmer l'assurance de la personne. Et là, il y a des erreurs. La personne, elle tape des tonnes et des tonnes. C'est 7 personnes qui font que ça à journée longue. On a vu un bel algorithme qu'on appelle de l'OCR, c'est Optical Character Recognition, donc reconnaissance de caractère en français, mais tu obtiens un algorithme qui existe, donc on n'a même pas besoin d'inventer, ça existe, c'est disponible, on l'automatise, on a mis un petit moteur, une petite application qui ouvre l'email. Donc, l'OCR lit le courriel, lit le PDF, referme le courriel, le classe, envoie l'info dans le système de façon automatique, et il y a uniquement une personne maintenant, pas le projet qui sera complété, une personne qui va valider les cas où l'algorithme aurait un doute. On est uniquement en train de valider le doute. Est-ce que vous voyez la présentation? Moi, non. Il y a des gens qui ne voient pas la présentation. J'ai Daniel Coudé qui ne voit pas la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne voient pas la présentation? C'est plate. Daniel, je vous l'enverrai après. C'est dommage. Ça m'avoir des ratés avec le système. Je continue parce que le temps file. La main-d'œuvre. On parle de main-d'œuvre. Rappelez-vous, là, oui, aujourd'hui, on est peut-être dans un in-between, puis j'en conviens. Mais on était en 2016 avec 82% de la population qui avait moins de 65 ans. Statistique Canada le dit, et c'est au Québec que je vous parle. 65, en 2031, c'est 75% de la population qui va avoir moins de 75 ans, de 65 ans, pardon. Donc, on va perdre. La population active, là, en chute libre, c'est pas compliqué. Donc, essayez pas de vous dire, on va recruter mieux, puis encore une fois, je le sais, là, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'ai des amis entrepreneurs là-bas. C'est tough partout. Ça va vraiment pas s'améliorer. Fait s'automatiser, c'est pas qu'une question de rester nécessairement compétitif, comme je le disais tantôt sur la chaîne internationale. C'est aussi de se dire, on n'a pas le choix, là, ça va passer par là. Et dans automatisation, il y a souvent l'intelligence artificielle qui est une belle solution. On a des chiffres drôlement contradictoires. Celle-là, elle est fun puis elle est triste en même temps. On a une belle étude qui a été faite, puis je vous invite à chercher ça si vous voulez la lire. C'est 2 PME sur 3, les affaires. Vous allez voir, c'est Olivier Schmucker qui a écrit ça l'année passée. Un super de bel article qui est une étude qui a été commandée par le Fonds de solidarité de la STQ, Ernst & Young, puis je ne sais plus qui. C'est Léger, donc la firme Léger au Québec qui est bien connue, qui a fait cette étude-là, qui a mis en lumière que 2 PME sur 3 au Québec ne voient ni l'importance ni l'urgence d'innover. Moi, quand j'ai lu ça, là, j'étais à la fois choqué, puis j'ai répondu à Olivier Schmucker direct dans LinkedIn pour lui dire que ça n'avait juste pas de bon sens, puis merci de le partager pour que le monde se réveille. Mais imaginez, si c'est là qu'on est, comment faut faire du chemin, parce que si on n'innove pas, à terme, ces entreprises-là, malheureusement, risquent de mourir, tout simplement. L'autre étude qui est contradictoire, puis elle est de Capgemini, qui est une firme française, mais qui a fait une étude canadienne. 87% des entreprises croient et reconnaissent que la transformation numérique est un avantage concurrentiel. On l'effectue. Et là, il faut choisir. Là. Tu te dis, ben oui. Fait que là, dans le fond, je dis à mes concurrents, je le sais que vous êtes en train de me devancer, mais enfin, en même temps, moi, 2/3, pas intéressé, l'innovation, ça ne me tente pas. Fait que c'est pas un paradigme, mais cette dichotomie-là dans ce qu'on se parle comme chiffre, pour moi, elle est alarmante, puis elle est de dire, il faut que nos business, il faut que nos entrepreneurs et que nos gestionnaires se mettent en mouvement, c'est toujours la même chose, se mettre en mouvement avec des bons projets, en les choisissant comme il faut,
Puis j'ai 3-4 trucs pour vous autres. Puis en résumé, reprendre ce que ça disait, si vous attendez que ça passe, arrêtez d'attendre. Embrassez le changement, planifiez la suite, innovez et transformez votre entreprise. C'est carrément ça qu'il faut que vous fassiez. Puis sur les 3 questions pour y parvenir, ou les 4 questions pour y parvenir, je vous donne la première qui est, encore une fois, puis elle est reprise volontairement, faut pas que le réflexe ce soit l'humain ou la machine. Assurez-vous d'automatiser tous les processus où vous pouvez retirer l'humain. Donc, des tâches répétitives, comme je l'ai mentionné, des tâches où l'humain n'a pas de valeur ajoutée, mettez une machine. Mettez une machine étant un logiciel qui va lire vos PDF à la place des humains, qui va retaper, qui va donc éviter qu'on enregistre. Mettez un robot. Si c'est un robot, mettez un algorithme qui va vous permettre de faire moins de tâches, qui va faire le contrôle qualité. Chez Patate Dolbec, ils ont enlevé, ils faisaient venir des travailleurs étrangers pour les mettre sur la ligne pour spotter les patates défectueuses. Pareil. Donc, dans toutes les industries, c'est exactement là qu'il faut travailler. Pas l'humain ou la machine, c'est la mauvaise question. Deuxième conseil, la marche sera longue. C'est pas des one-shot. On a été habitué avec la loi du 1% en formation d'investir en formation. Là, c'est devenu ancré, on le sait, il faut le faire. Il faut investir dans la formation de nos employés. Good. Maintenant, en innovation, c'est la même affaire. C'est super parce que le gouvernement a mis en place et a reconnu que c'était carrément comme ça qu'il fallait attaquer le problème. Il y a le C3I qui existe depuis bientôt 1 an, qui est un peu différent de la loi du 1% parce que vous n'y êtes pas obligé, mais au moins, tous les investissements que vous faites en transformation numérique sont déductibles d'impôts. C'est quand même pas pire. Puis, ça colle à ça. Il ne faut pas chercher la solution magique. Il ne faut pas faire le projet et dire, hey, crime, on va mettre un 3 millions, gros projet, 5 millions pour être sûr. Là. Après ça, on va avoir la paix, on va être tranquille. Pas vrai. Assurons-nous de faire des projets de l'innovation en continu. Puis que la marche, elle va durer probablement à tout jamais. Les technologies évoluent tellement vite que les résultats rapides avec beaucoup d'impact, c'est ce qu'on veut, puis on veut les répéter. On veut répéter ces quick wins-là. Il nous faut des projets que moi j'appelle des big bets. Là. Donc, des gros paris, on en veut aussi, mais on n'en veut pas. On veut pas que ça. Puis il ne faut pas reposer toute notre stratégie là-dessus. Donc, la marche sera longue. Et comme je le disais à l'instant, le dernier ne sera pas une surprise. L'innovation continue, c'est ce que je disais. Assurez-vous d'avoir toujours dans vos cartons l'objectif d'innover et de voir l'innovation technologique comme quelque chose qui fait partie de vos opérations au quotidien, ni plus ni moins. Donc, tu sais, c'est construire votre plan de transformation numérique maintenant. On en reçoit, on en travaille, puis on est partenaire avec le MEI. Le MEI nous envoie beaucoup d'entreprises. La BDC nous envoie des entreprises en disant « aidez-nous » parce que souvent, c'est des clients de la BDC. Puis dernièrement, la CDPQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, fait la même affaire. Ils nous pitchent leurs clients en disant « on vient d'investir, là, mais finalement, technologiquement parlant, ça marche pas. » On construit des plans de transformation numérique pour toutes sortes d'entreprises. On n'est pas des consultants. On s'intéresse vraiment à comment les technos vont changer la game dans ces entreprises-là. Mauvaise utilisation, pas reste pertinent. En tout cas, Daniel, j'espère que sans les slides, si vous dites que c'est pertinent, avec les slides, vous pourrez peut-être relinker des trucs. Donc, le dernier conseil pour l'innovation en continu, essayez pas de voir trop loin. Quand on se fait présenter des plans de transfert numérique sur 5 ans, puis qu'ils ont fait des choix technologiques dans 5 ans, vous avez une boule de cristal que moi, j'ai pas là. Parce qu'il y a 2 ans, il y a des technos qui n'existaient pas, qui aujourd'hui ont risé, sont devenus super faciles à intégrer, peu cher, puis personne ne les avait dans le collimateur il y a 2 ans. Donc, dans 5 ans, faites pas ça. Ayez une vision et des objectifs de je vais vouloir transformer ma shop, mon entreprise, mes processus dans X années, mais itérez. Faites de l'itération aux 12 mois. C'est toujours la même chose que je dis. Vos projets, à tous les 12 mois, re-challengez-les. Sont-ils encore pertinents? Y a-t-il des choses qui ont changé dans mon écosystème d'affaires, mon écosystème technologique qui impacte mon écosystème d'affaires? Et peut-être que vous allez revoir plein de priorités en fonction de ça. Entre autres, l'intelligence artificielle, il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec ce que ça permet aujourd'hui. Les caméras que je vous parlais tantôt, pareil. Mon Dieu, c'est
non-stop les changements puis la vitesse à laquelle ça évolue, ça va trop vite. Donc, itérez et faites de l'innovation continue. Il me reste